Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'impact de l'endométriose sur la vie sociale, affective et sexuelle. Nous sommes en direct pendant 1h30 jusqu'à 19h30 et en direct du plateau de VL Média. Cette émission est organisée par le fonds de dotation de AMI. AMI, c'est une mutuelle et assurance pour les étudiants et les jeunes actifs. Un petit mot de présentation pour commencer. Je suis Chloé Thibault, journaliste indépendante et je travaille notamment en tant que rédactrice en chef d'une newsletter pour les adolescents qui s'appelle Les Petites Glos. J'ai eu le plaisir de réaliser plusieurs enquêtes sur l'endométriose pour le site EndoBloom, lancé récemment par le Lib AMI. Nous en reparlerons dans quelques minutes. Pour m'accompagner, j'ai à mes côtés Diane Watrelot, dont vous connaissez peut-être le compte Instagram Les mots en couleur. Diane, vous souffrez d'endométriose et d'une autre pathologie qui s'appelle l'algie vasculaire de la face. Vous sensibilisez celles et ceux qui vous suivent à la question du handicap invisible et vous êtes d'ailleurs l'autrice d'un livre à venir qui s'appelle « Mes mots en couleur et mon combat pour le bonheur » qui paraîtra le 12 avril aux éditions Le Duc. Très précieux ouvrage qui paraîtra donc le 12 avril. Sur notre plateau, une autre endo-girl, Pauline Clausel. Bonjour. Vous êtes passionnée par les sujets qui concernent la santé et vous travaillez à l'inclusion de la maladie au travail à travers une start-up qui s'appelle We Care at Work. Vous êtes à l'initiative du projet EndoBloom que vous allez nous présenter donc dans quelques minutes. Et donc, Pauline, vous êtes en compagnie de votre mari, Adrien Dautuil. Adrien, Bonjour. vous êtes ce qu'on appelle un aidant. Vous vous engagez au quotidien aux côtés de Pauline pour l'aider à mieux vivre sa maladie. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir pour partager votre expérience parce que c'est un rôle bien particulier. Avec plaisir. Et enfin, pour répondre à nos questions peut-être les plus complexes à ce sujet, Dr Éric Sauvanet. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur du centre d'endométriose de l'hôpital Saint-Joseph et du réseau Raisando. Vous êtes également le co-auteur de 2 ouvrages très importants sur le sujet. Tout sur l'endométriose, paru aux éditions Odile Jacob, et Endométriose, diagnostic et prise en charge aux éditions Elsevier Masson. Alors, un petit mot d'introduction sur l'endométriose. Aujourd'hui, on estime qu'une femme sur 10 en serait atteinte, soit 2,5 millions de personnes en France. Pourtant, il n'existe pas encore de traitement spécifique à la maladie et 70% des patientes souffrent de douleurs chroniques invalidantes. Donc l'objectif de cette émission de ce soir, c'est d'aborder les différents impacts de l'endométriose sur la vie de celles qui en souffrent, et de lever pas mal de tabous, parce qu'ils sont nombreux autour de cette maladie. Nous souhaitons sensibiliser, faire de la prévention auprès des plus jeunes, mais aussi apporter des messages d'espoir grâce à vous, nos invités, qui sont la preuve qu'il est possible de bien vivre avec la maladie et d'être des femmes épanouies. Alors vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous poser des questions en direct et nous tâcherons d'y répondre au mieux. Pour commencer, Docteur Sauvanet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'endométriose parce que c'est une maladie assez complexe qu'il est parfois difficile de bien comprendre. Alors, effectivement, c'est une maladie qui existe depuis très longtemps, qu'on a découvert il y a plusieurs siècles, au moins. Ça fait 2000 ans hein, qu'on connaît cette maladie. Les termes d'hystérie, du reste, on se demande si elle ne vient pas de cela. Là, vous voyez sur les schémas qui passent à l'écran que l'intérieur de l'utérus, je ne sais pas si on peut... Non, on n'a pas de flèche. Il y a la cavité utérine. Dans cette cavité utérine, il y a une muqueuse utérine qu'on appelle l'endomètre. Cet endomètre, physiologiquement, tous les mois... est prêt à accueillir une potentielle fécondation et un œuf. Et quand il n'y a pas fécondation, eh bien, ça s'appelle les règles. Hein. Donc, voilà. Simplement, dans l'endométriose, ce tissu endométrial qui doit se situer au centre de l'utérus, puisque la partie blanche correspond au muscle utérin, et au centre de l'utérus, eh bien, migre par reflux tubaire, c'est-à-dire par les trompes, à contre-courant, et finit par se déposer dans la cavité abdominale, qui est tapissée d'un tissu qu'on appelle le péritoine. Et cet endomètre qui n'est plus au bon endroit, qu'on appelle ectopique, qui n'est plus donc dans la cavité utérine, est soumis aux mêmes influences hormonales que s'il était dans l'utérus,
à l'intérieur, au bon endroit, et finit par se développer. Alors, il se développe en touchant un certain nombre d'organes, très variables d'une femme à l'autre. Les ligaments qui tiennent l'utérus, sur les côtés et en arrière, en avant la vessie, en arrière le rectum, à des degrés différents. Et puis, cet endomètre, pour des raisons assez mystérieuses, peut migrer dans la cavité et peut même migrer par les vaisseaux, un peu comme pas un cancer, ce que je dis, hein, mais sur le même processus que les métastases, c'est-à-dire emprunte le flux sanguin et peut se déposer au hasard, n'importe où, dans le corps. Voilà. Et il faut bien comprendre que tous les mois, quand l'utérus saigne, les lésions d'endométriose ectopiques, c'est-à-dire qui se sont localisées en dehors de l'utérus, subissent le même saignement. Et donc, c'est par ce biais-là que l'inflammation se développe, et c'est par ce biais-là, cette inflammation chronique, que les douleurs se développent également. Et alors, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de diagnostiquer l'endométriose? Alors, d'abord, parce que c'est un peu, il y a un peu d'historique là-dedans et de social, c'est-à-dire que, ou de sociologie, on appellera ça comme on veut. Voilà, les douleurs pendant les règles, c'est quelque chose d'assez banal. Le seul problème, c'est que le curseur de la douleur et de la qualité de vie, il n'est pas mis au même endroit par tout le monde, notamment par les professionnels de santé ou par les patientes. Et donc, effectivement, la meilleure, ça c'est une des premières réponses, c'est avoir mal, nos grands-mères avaient mal, donc voilà, vous allez vivre avec. Et la deuxième chose, c'est que pour dépister l'endométriose, il faut avoir les bons examens, les plus pertinents et faits par les bonnes personnes. Autrement dit, quand on a la malchance d'avoir une échographie, parce que c'est en général par cet examen qu'on commence, qui est interprétée comme normale, vous revenez chez le prescripteur, qui peut être votre médecin traitant, votre gynécologue, une sage-femme, en disant c'est normal. Et la réponse est, je vous avais bien dit que c'était normal. Le seul problème là-dedans, c'est que les échographies n'explorent pas l'endométriose. Enfin, devraient le faire. Sauf qu'aujourd'hui, en France, disons, c'est difficile à chiffrer, mais quand on regarde des comptes rendus d'échographie standard, environ 90% ne parlent pas d'endométriose. Donc, si vous ne la cherchez pas, vous ne la trouvez pas. Et en l'occurrence, on n'explore pas le bon espace. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on explore quand on fait une échographie standard? Voilà, et c'est l'échographie standard qui est habituellement réalisée. On regarde l'utérus, on regarde les ovaires, et c'est tout. Mais sauf que cette maladie, elle est située en arrière du col de l'utérus, et on n'apprend pas ça à la fac. Alors, je vous propose de regarder le témoignage d'une endo-girl de 32 ans, Violaine, qui a accepté de témoigner sur son parcours et sa maladie et qui se confie sur la manière justement dont les médecins lui ont annoncé sa maladie. Pas beaucoup d'empathie. Ils annoncent les diagnostics comme ça, ils annoncent le processus de suivi comme ça, ils annoncent les protocoles comme ça. C'est très lourd psychologiquement parce qu'en fait on se dit que ok, je n'aurai peut-être pas d'enfant, ok, je vais galérer, ok, j'ai ci, ok, j'ai ça. Oui, il y a des risques, oui, il y a des choses qui existent, mais en fait, si on démarre comme ça, je sais pas où on va, mais droit dans le mur. Alors malheureusement, ce genre de récits sont assez fréquents. Est-ce que c'est parce que les médecins ne sont vraiment pas assez formés sur le sujet? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je pense que ce témoignage est assez spécifique de ce stéréotypé par rapport à ce qu'on entend. C'est que, un, il faut prendre du temps. Deux, toutes les endométrioses ne sont pas pareilles. Troisièmement, je crois qu'il ne faut pas parler du tout de stérilité, ni de problème. Alors, il peut y avoir quelques difficultés à faire un bébé, c'est certain, mais en l'occurrence, la réflexion que les patients nous font le plus souvent, c'est que les professionnels de santé leur ont dit faites un enfant le plus vite possible. Ça, je trouve que c'est excusez-moi, c'est stupide, parce qu'on ne va pas faire un enfant alors que c'est une maladie qui en général se traite, et puis vous ne pouvez pas décider pour une patiente. Voilà, c'est pas un combat contre le temps. Alors,
Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas à la première consultation. D'abord parce que c'est mal connu. Deuxièmement, parce que c'est une maladie très hétérogène, à la fois sur le plan de son expression clinique, c'est-à-dire les symptômes sont très variables. Cette maladie n'évolue pas tant que ça, malgré ce qu'on dit. Elle évolue, enfin, reste stable par rapport au diagnostic initial dans environ 80% des cas. C'est-à-dire, elle ne va pas progresser comme le cancer. Ce que je dis aux patientes, c'est que les symptômes, eux, peuvent changer. C'est-à-dire qu'on peut avoir plus ou moins mal selon le temps. Mais la maladie, ce n'est pas parce qu'on a plus mal que la maladie, elle évolue. C'est toujours ce qui reste à l'esprit, que cette maladie va s'aggraver. Alors que non, le symptôme peut s'aggraver, les symptômes peuvent s'aggraver si vous ne les traitez pas. Mais la maladie ne va pas s'aggraver. Et puis, il faut démystifier ça. Et puis, il faut que chacun tienne le même discours. Mais vous savez, c'est toujours la même chose en médecine. C'est souvent, malheureusement, le premier qui a parlé qui laisse des traces. C'est la même chose quand on fait une échographie fétale et qu'il y a une malformation. Il faut faire très attention à ce qu'on raconte. Dans le cancer, c'est pareil. Dans le premier discours. Parce que ça marque. Et après, vous apercevez que très souvent, les gens, les femmes en l'occurrence, ont le bon traitement. Sauf qu'on ne leur a pas bien expliqué. Entre-temps, elles les ont lues. Alors là, quelquefois, elles ont démystifié. Au contraire, toutes les blogs ont aggravé parce que le blog ne rassure pas forcément. Donc, en fait, le discours doit être assez univoque sur le sujet et rassurant dès le départ, parce que rarement, c'est rarement aussi grave qu'on veut bien le dire. En tout cas, pour la fertilité. Alors, Diane, est-ce que vous avez connu cette errance du diagnostic? Comment est-ce que vous avez découvert votre endométriose? Alors moi, je pense que j'ai été plutôt chanceuse par rapport à d'autres quand je vois le nombre d'années pour certaines. Moi, j'ai commencé à avoir mes douleurs en 2017 suite à mon accouchement pour mon premier enfant, donc Raphaël. Et alors, je pense que ça n'a pas été une chance pour moi. C'est-à-dire que comme je venais d'accoucher, on faisait des allers-retours aux urgences et la réponse qu'on me donnait, c'est votre corps, il faut qu'il se remette. Donc c'est normal d'avoir mal. Je commençais à avoir des règles très hémorragiques, des règles anormales, des douleurs anormales, donc des règles aussi anormales. J'avais des douleurs aussi pendant les rapports, mais quand on fait le parallèle avec le fait que je venais d'accoucher, enfin voilà. Et on me faisait aussi des échographies, mais pas d'IRM puisque je suis implantée, enfin j'ai une électrode dans le cerveau pour pour mon algie vasculaire de la face. Donc en fait, toutes ces petites choses faisaient qu'on n'arrivait pas à mettre de nom sur la maladie. Et puis je pense aussi que je ne suis pas tombée sur les bons spécialistes, puisque quand on me faisait une échographie, la seule chose qu'on me disait, c'est tout va bien, il faut que votre corps se remette. Et ça, c'est difficile quand on vous dit ça et que vous souffrez, en fait, parce que moi, je souffrais et j'avais l'impression que c'était dans ma tête, ou que j'étais une jeune maman, donc voilà, fallait juste attendre. Et j'avais l'impression aussi d'embêter, d'aller aux urgences pour rien. Donc j'ai attendu et puis je n'osais même plus aller aux urgences, en fait, au bout d'un moment. Donc j'ai attendu 2 ans et demi jusqu'au moment où il y a eu vraiment un point de non-retour. Donc c'était en 2017 mes premières douleurs. Et en 2019, en avril 2019, vraiment, il y a eu, ça a été vraiment très très compliqué. C'est-à-dire que je pouvais plus me nourrir, j'arrivais plus à me lever. Enfin, les douleurs se sont vraiment aggravées. Donc mon mari m'a amenée chez mon médecin généraliste parce que je ne voulais pas aller aux urgences. Alors que très clairement, mon état faisait que j'aurais dû aller aux urgences. Mais c'était tout ce qui s'était passé qui faisait que j'avais plus envie d'être face à ces médecins qui se comportaient pas bien avec moi, en fait. Et je suis allée chez ma généraliste qui a vu mon état et qui m'a bien évidemment dit qu'il fallait que j'aille aux urgences. Et donc, on a vu, ils m'ont fait une échographie, ils ont vu que j'avais une appendicite. Ils m'ont opérée et le lendemain, le chirurgien est venu me voir dans ma chambre. Il m'a dit qu'il m'avait enlevé donc, l'appendice et qu'il avait trouvé un kyste rompu au niveau de l'ovaire droit et que j'étais atteinte d'endométriose. Et puis il est parti. Voilà, c'est tout. Sachant qu'en plus, moi, je devais me faire opérer à 2 reprises pour mon algie vasculaire de la face le mois d'après. Enfin, c'était trop pour moi. J'avais déjà une maladie, j'avais été opérée en plus un nombre de fois incalculable. Là, on venait de m'apprendre une maladie que je ne connaissais pas. C'était beaucoup de choses sur mes épaules. Et puis en plus, il ne m'expliquait pas. Ce n'était pas du tout d'une manière empathique. J'ai trouvé ça dur, en fait. Alors qu'il aurait pu se poser et puis m'expliquer, tout simplement. Là, c'était en plus avec... en fait, ne pas dire, c'est donner encore plus de peur aux malades. Alors qu'il aurait pu m'expliquer et me dire ce qui allait peut-être être mon quotidien, les solutions.
là, je me retrouvais seule en fait avec cette maladie que je connaissais pas, l'opération que je venais de subir parce que quand même je venais de me faire opérer. Et puis voilà comment en fait je me suis fait diagnostiquer. Donc, je trouve ça violent en fait, c'est le mot. Je trouve ça violent pour le malade. Et en plus, ça faisait 2 ans et demi finalement que j'allais aux urgences quand même et qu'on m'avait rien dit. Ouais. Pauline, vous vous reconnaissez dans cette colère? Enfin, j'imagine, je me permets de parler de colère, mais cette incompréhension face à ce que les médecins disent. Alors en tout cas, le terme violent, je m'y retrouve parfaitement. Mon parcours a été un petit peu différent parce que pour le coup, moi j'ai un peu eu le classique parcours d'errance de diagnostic où dès l'adolescence, j'ai eu des règles très douloureuses. Mais la diversité des symptômes que je peux ressentir aujourd'hui, elle s'est développée au fur et à mesure du temps, jusqu'à ce que ça devienne, pour le coup, comme Diane, intolérable et invivable au quotidien, au-delà des périodes de règles. Et finalement, c'est même pas à cause des règles douloureuses que j'ai fini par me poser des questions, parce que je pense qu'il y a encore quelques années, comme beaucoup de femmes, je me disais, j'ai des règles douloureuses, en gros, c'est pas de chance, c'est un truc de famille, c'est normal d'avoir mal. C'est plutôt avec les symptômes digestifs qui sont devenus de plus en plus violents et qui sont un des gros symptômes de l'endométriose qui se sont empirés. J'ai vu, je ne sais pas combien de médecins, des gastro-entérologues, enfin voilà, j'ai pendant des années vu des médecins qui n'ont jamais rien trouvé. Et c'est finalement une ostéopathe que je voyais régulièrement pour essayer de me soulager, qui avait elle-même de l'endométriose et qui fait d'ailleurs partie du réseau Resando, dont on parlera peut-être tout à l'heure et que vous avez mentionné pendant l'introduction. Et qui m'a dit, mais Pauline, en gros, comment sont tes cycles, comment ça se passe? Et j'ai commencé à lui parler. Elle m'a dit, tu demandes à ta gynéco une échographie pour de l'endométriose, ça peut être ça. Et ma gynéco de l'époque connaissait très mal le sujet. J'ai dû me battre avec elle pour qu'elle accepte de me faire faire cet examen. Et à l'époque où on m'a dit, vous avez un peu d'endométriose, et un peu comme Diane, on m'a dit, vous avez de l'endométriose. Personne ne m'a dit, c'est une maladie chronique, ça doit se traiter, il faut avoir un suivi. Et donc, j'ai pas compris l'info, en fait. Et j'ai laissé le temps passer. Et c'est encore plusieurs années après, là où c'est devenu, pareil, en fait, je me levais quasiment plus. Mes semaines de règles étaient un calvaire. J'étais extrêmement fatiguée. Enfin voilà, mes symptômes ont explosé. Et à l'époque, c'est finalement notamment Adrien qui un jour m'a dit, mais attends, en fait, là, c'est pas possible. Et je sentais que ça n'allait pas. Je sentais qu'en gros, ça déconnait dans mon corps. Mais le cheminement et le mauvais accompagnement a fait qu'il a fallu encore, même après le premier diagnostic, plusieurs années pour qu'on voit un spécialiste qui me dise « Ah bah oui, pas de chance. Enfin, là, vous avez une endométriose profonde qui s'est développée et va probablement falloir opérer vu votre état. » Donc voilà, c'est le typique exemple de l'errance de diagnostic. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour faire en sorte d'en parler et de lever le tabou pour qu'à la fois les femmes puissent se rendre compte que la douleur, elle n'est pas normale et qu'il ne faut pas laisser traîner. Et aussi pour dire, comme le docteur le disait, il faut aller vers des spécialistes et des médecins qui connaissent le sujet. Oui, parce que je vais quand même rebondir. Moi, après, je suis allée vers un gynécologue qui connaissait très bien la maladie, qui a réussi à trouver les mots. Et là, tout a changé. Je me suis sentie écoutée. Et j'ai réussi à commencer à vivre un petit peu avec... à accepter un petit peu le diagnostic. On accepte déjà beaucoup mieux le diagnostic quand quelqu'un nous l'explique et qu'on comprend ce que ça implique. Il a pris le temps, juste de m'expliquer. Ça a tout changé, finalement. On va juste faire une petite pause d'1 minute pour régler un souci technique. On vous retrouve très très vite. Merci à vous. Désolée. Ah mince. Ouais, alors...
Oui, je te parle. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de VL Média pour notre émission consacrée à l'endométriose et ses impacts sur la vie de celles qui en souffrent. Nous avons reçu pendant la pause une petite question d'Aurélie que je vais adresser au docteur Sauvanet. Elle nous écrit « À partir de quel âge faut-il consulter ? Ma fille a 17 ans et de grosses douleurs de règles. Elle-même, la maman, a de l'adénomiose diagnostiquée depuis 5 ans. » Je crois que c'est le moment, parce que si les règles deviennent un handicap et altèrent la qualité de vie, et qu'il y a besoin d'une consultation, c'est assez simple, hein, le motif de consultation pour essayer, parce que le problème, c'est pas tellement la douleur, c'est le retentissement sur la qualité de vie. Bon. Alors, soit il y a des questionnaires spécialisés, soit il y a des questions archi simples. Hein. Est-ce que les antalgiques habituels suffisent ? Combien on en prend ? Parce qu'on est quand même très étonné des fois du nombre de comprimés avalés. Segundo, est-ce que vous êtes obligé de vous arrêter pendant les règles, soit votre période de scolarité, soit votre période professionnelle? S'il y a 2 réponses, c'est oui. C'est simple, il faut aller consulter et faire les examens, les bons examens surtout. Quant à l'adénomiose de la maman, l'adénomiose est un sujet un peu plus compliqué. Sur les schémas qu'on a vus au début, l'adénomiose, c'est donc le muscle utérin autour de l'endomètre. Alors, il peut être, j'allais dire, avec le vieillissement de l'utérus, et notamment les accouchements, une pathologie très fréquente, et tout le monde n'est pas d'accord pour le faire rentrer dans le diagnostic d'endométriose quand ça commence à partir de 40 ans ou d'un 3e enfant. Par contre, effectivement, on trouve de l'adénomiose chez des femmes, soit comme vous, qui avez vécu un seul enfant, ce qui est cher payé quand même pour un retentissement pour un premier accouchement, voire chez des femmes qui n'ont jamais été enceintes. Alors là, c'est adénomiose maladie. Donc, il faut aussi pondérer un peu ce terme d'adénomiose. Merci. N'hésitez pas à nous adresser d'autres questions pour que je puisse les poser à notre docteur. Alors, dans une enquête récente publiée par l'association Endo-France au sujet de la qualité de vie des endogirls, justement, l'impact psychologique est la 2e conséquence citée par les répondantes, juste après l'impact sur la vie sexuelle et avant l'impact physique. Viennent aussi l'impact évidemment sur les relations amoureuses, la vie professionnelle, les loisirs. Diane, Pauline, de quelle manière l'endométriose a-t-elle eu un impact sur votre santé mentale ? En fait, comme toute maladie chronique, pour moi, c'est tous les jours, donc c'est très compliqué. Je trouve que c'est ça qui est le plus compliqué. Moi, je le compare souvent à un marathon. Ça s'arrête jamais. C'est ça qui est le plus compliqué. Et il y a des moments où les jours qui sont sans, en fait, finalement, on a l'impression qu'on est à bout de souffle, quoi. Et c'est là où le retentissement sur la vie même professionnelle, sur la vie privée, ça devient vraiment très compliqué à gérer. Et je pense qu'il faut aller consulter. J'ai eu pendant très longtemps, moi, eu du mal à consulter un psy parce que quand on n'est pas diagnostiqué, on doute de soi. Et après, de se dire que on a un diagnostic de poser, qu'il faut aller voir un psy, j'ai eu du mal à passer le cap, alors que finalement, c'est pouvoir mettre tout en œuvre pour aller mieux et vivre au mieux sa pathologie. Et je trouve que c'est super important. Pauline ? Et ouais, je rejoins Diane sur la chronicité, en fait. Du coup, on a peu de répit. Et le fait de ne pas avoir de répit, ça fait que on a des contraintes récurrentes, on a de la frustration, potentiellement, on ne peut pas faire certaines choses, on souffre beaucoup. Et donc, en fait, c'est hyper dur de garder de l'espoir, de la perspective, d'autant plus sur une pathologie qui n'est pas toujours bien traitée, ou après l'errance de diagnostic, bon, une fois qu'on a le diagnostic, c'est le Graal, on se dit génial, je sais ce que j'ai. Sauf qu'en fait, on n'a fait qu'une partie du chemin. Parce que maintenant, il faut vivre avec au quotidien. Et que la diversité des symptômes, elle fait que quand on croit qu'on a fini, quand on croit qu'on a enfin trouvé une solution, ça continue. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir vivre normalement, c'est un poids phénoménal. Enfin voilà, on est des jeunes femmes, on est censé être dans la fleur de l'âge, on ne devrait pas se poser de questions en fait sur notre santé. Et finalement, le quotidien est hyper impacté par ces questions de santé. Et donc, professionnellement, socialement, intimement, on est bloqué, quoi. Et il y a un autre aspect, moi, dont je voudrais parler, que sont les hormones. Parce que donc, c'est aussi une maladie hormonale où on nous propose souvent des traitements.
il n'y a pas de traitement adapté, il y a autant d'endométriose que de femmes, donc en gros, il faut tester. Et on ne sait jamais si le traitement va marcher ou pas. Ça peut marcher sur les symptômes, mais ça peut avoir un impact psychologique colossal. D'ailleurs, le docteur disait assez justement, on a longtemps associé les douleurs de règles et donc l'endométriose à de l'hystérie. Et souvent, on dit oui, bon, bah, c'est tes hormones, voilà. Sauf qu'en fait, on n'en parle pas assez. L'impact hormonal de la maladie et le dérèglement hormonal que peuvent causer les traitements, c'est monstrueux, en fait. Enfin, moi, je sais qu'il y a une époque, avant d'être opérée, où j'ai dû prendre un traitement en continu assez fort parce qu'il fallait, bah, en gros, calmer le jeu avant l'opération. Et alors, certes, j'avais plus de règles, mais psychologiquement, j'avais l'impression que je devenais folle. Et les médecins l'entendent peu, les gens ne le comprennent pas, parce qu'en plus, c'est très subjectif, sauf que ça a un réel impact. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai peur et j'appréhende beaucoup le fait de reprendre un traitement hormonal, notamment à cause de ça. Et je me dis, bah oui, c'est difficile, et oui, il y a des douleurs qui sont là, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de traitement hormonal, mais en même temps, cet impact psychologique que j'ai eu, je suis un peu traumatisée, quoi. J'ai pas forcément envie que ça revienne. Donc voilà, c'est ces deux aspects, je pense que Et c'est tu as l'échec important. thérapeutique aussi, hein. C'est vraiment les montagnes russes, hein. C'est super dur. C'est la maladie chronique, quoi. Mm. Faut espérer, et après, s'il y a un échec, il faut pouvoir rebondir. C'est super difficile. Et ça, faut être accompagné, hein, parce que sinon, franchement, il y a les proches aussi, heureusement. Bon, on va en parler, Voilà. ça, mais On va ouais. en Mais parler. c'est vraiment un tout, hein. Voilà. Quand même, une petite remarque, tout ce que vous avez dit correspond à la réalité. Maintenant, pour le public qui nous écoute, il ne faut pas quand même penser que toutes les endométrioses sont aussi C'est vrai. Ouais, d'un c'est vrai. retentissement tel que vous l'avez. Vous Ouais. avez effectivement un retentissement péjoratif sur votre qualité de vie. Vous allez en parler, je pense que votre mari fait partie intégrante de ce tandem. Tout à fait. Mais quand même, il faut quand même rester aussi serein. C'est qu'il y a des endométrioses qui sont parfaitement supportables, qui ne sont liées qu'à la période des règles, bon, qui donnent quelques douleurs au rapport, ou alors qu'on trouve tout à fait insidieusement quand on opère pour une autre raison, donc personne ne le savait. Et puis pour l'exploration de l'infertilité. Et on est des fois, quelquefois, surpris de trouver des endométrioses sévères qui n'ont jamais donné lieu à des symptômes, simplement à des problèmes de conception. Donc vous voyez, le panel est très étendu. Alors vous, effectivement, vous avez le retentissement chronique tout le temps, avec peu de périodes de répit, une intolérance à l'hormonothérapie, ça arrive, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, heureusement. Et puis, quelquefois, on a la chance de pouvoir vivre assez sereinement avec cette maladie. Donc, on ne peut pas en faire un cas unique. Et c'est pour ça que cette maladie est compliquée. Et pour les mêmes lésions, je dis bien que les symptômes ne sont pas les mêmes. Et chez la même femme, à un moment de la vie génitale à un autre, les symptômes peuvent être complètement différents. Et puis, on arrive quand même à en soulager un certain nombre. Hein, parce que vous parlez des traitements hormonaux, on peut tout à fait en discuter. Ce n'est pas toujours bien supporté. Certaines, moi je peux vous dire, ne veulent pas lâcher leur traitement hormonal, y compris des traitements qui sont aujourd'hui hors AMM. Moi j'en ai une là, je lui fais signer un consentement tous les 6 mois parce que ce médicament est rigoureusement interdit l'endométriose, mais elle est tellement bien avec. Ce qui compte, c'est qu'elle soit bien. Oui, chacun est différent, hein, de toute Et façon. donc, en fait, il faut savoir s'adapter. Et je crois que les professionnels de santé, il ne faut pas qu'ils rentrent dans un schéma tout fait. Chaque femme est différente et chaque endométriose est différente. Et chaque traitement est différent. Il y en a qui s'accrochent à leur traitement hormonal comme à un Graal, et puis d'autres qui ne veulent pas en entendre parler. Une fois que vous avez essayé, je pense qu'il y a des femmes qui sont hormonosensibles, d'autres comme vous qui avez des hypersensibilités à la douleur, et puis d'autres, on découvre par hasard, et puis personne ne savait. Et c'est d'ailleurs effectivement toute la Et complexité. c'est toute la complexité de cette maladie. Et puis, quand vous suivez des femmes pendant 10 ans, 15 ans, il y en a qui... Au début, ils viennent vous voir parce qu'elles ont mal. Et puis, elles viennent vous dire bonjour une fois par an pour renouveler l'ordonnance. Ils disent, mais moi, je vais très bien. Surtout, changez rien. Et pourquoi changer? Enfin, des fois, il faut quand même changer parce que avec l'âge, il peut y avoir des contre-indications qui arrivent et puis des surveillances à faire. Mais franchement, c'est une maladie compliquée, c'est sûr. Alors, il y a quelque chose que j'ai retenu chez les différentes personnes que j'ai interviewées pour les enquêtes, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site d'EndoBloom, c'est la culpabilité d'être malade. Plusieurs femmes m'ont dit qu'elles se sentaient nulles. En fait, c'était le mot nul d'être malade parce que socialement, elles se sentaient plus à la hauteur et plus normales. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé de vous-même? Moi, c'est le sentiment le pire chez moi. Pourtant, voilà, j'ai eu des périodes qui ont été très, très, très compliquées.
J'ai eu 7 opérations à 1 an. Enfin, j'ai eu... et c'est là, d'ailleurs, où j'aurais pu m'écrouler. Et c'est pourtant pas là. C'est vraiment... en 2019, j'ai fait une dépression parce que ce sentiment de culpabilité était vraiment trop difficile à gérer pour moi. Le sentiment, en fait, d'être un poids pour la société, un poids pour ma famille, parce qu'on m'avait dit que je ne pourrais pas travailler. Alors, pour l'endométriose, mais aussi je remets les choses dans leur contexte, hein, pour mon endométriose, pour mon algie vasculaire de la face, voilà, j'ai un tableau clinique qui est quand même atypique, mais voilà. Et le fait donc, de ne pas réussir à pouvoir travailler, le fait de, aussi au niveau de mon rôle de maman, de ne pas réussir à le gérer parce que je n'arrivais pas à être présente dans les... je dois m'isoler, par exemple, pendant une journée, parfois je ne peux même pas poser le pied par terre tellement je suis douloureuse et je ne peux pas être avec mes enfants. Donc je me disais, et j'essaye de ne pas me le dire aujourd'hui, que c'est pas pour autant que je suis une mauvaise maman, mais c'était compliqué de me dire que je n'arrivais pas à avoir ce rôle dans la société et je n'arrivais pas à avoir en plus ce rôle de maman comme j'arrivais à être une bonne maman. C'était ouais. Et puis en plus de faire gérer tout à mon mari. Ça, c'était un sentiment qui m'a, je vais dire le mot, qui m'a bouffé, mais vraiment bouffé de l'intérieur. Et je pense que ce sentiment-là, c'est un accompagnement psy. Parce que ça peut vraiment être terrible, vraiment au quotidien. Vous ne l'avez pas ressenti comme une injustice par rapport à d'autres femmes qui vont bien? Vous avez culpabilisé vous-même en disant, qui disent c'est pas juste, pourquoi c'est tombé sur moi? Un peu des deux, ouais. Ouais, je rejoins à nouveau ce que tu dis. C'est évident, je pense qu'on se sent très diminué. On est très frustré de ne pas pouvoir faire. Il y a évidemment le sentiment d'injustice qui provoque beaucoup de colère. Moi, je sais que je me suis sentie, et ça m'arrive encore, de me sentir très en colère et du coup d'en vouloir aux autres alors que les pauvres, ils n'ont rien fait. Mais de me dire, mais pourquoi moi j'ai ce truc à gérer? Mais oui, la culpabilité, c'est sûr, de se dire, effectivement, je ne peux pas m'occuper de mon ou mes enfants comme je le voudrais. J'ai des aspirations professionnelles, mais que j'arrive pas forcément à assumer comme je le voudrais. Au niveau de la vie sociale, par exemple, moi, je sais que dans le cadre de mon endométriose, je suis obligée de suivre un régime alimentaire anti-inflammatoire dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est assez contraignant. Bon, aujourd'hui, j'ai réussi à beaucoup plus en parler à mes proches, à mon entourage, etc. Mais souvent, on se sent un peu, en gros, la casse-bonbon qui arrive en disant « Alors, bougez pas, mes contraintes sont les suivantes. » Et il y a une liste comme ça. Et on se dit « Purée, mais personne va avoir envie de m'inviter à dîner. » Alors, de fait, c'est pas vrai, parce qu'en fait, les gens disent souvent « Mais attends, pour nous, c'est un dîner qu'on va adapter. Et toi, ça te change la vie et tu passes une bonne soirée. » C'est vrai. Mais voilà, il y a toutes ces contraintes qui nous sont imposées, finalement, qu'on impose aussi aux autres. Qu'effectivement, j'impose à mon mari, j'impose à ma famille, j'impose à mon entourage. Et on devrait arriver à se détacher de ça et se dire, en fait, c'est juste pas de ma faute. Et avant tout, c'est moi qui le subis. Mais je suis d'accord, c'est un gros travail psychologique à faire. Et Adrien, justement... c'est ce moment-là. Oui, vous êtes... Juste avant, mais là, je pense qu'aussi le sentiment de culpabilité, et c'est un peu aussi tout le cœur de pourquoi on est là aujourd'hui, il est très lié au fait que la maladie est encore très peu connue. Aujourd'hui, ce serait un cancer, tu te sens pas coupable parce que tout le monde sait de quoi on parle, tout le monde sait quelles sont les implications, alors que dans l'endométriose, comme les gens connaissent pas forcément la maladie, et ça rejoint un peu le phénomène de l'imposteur que tout endo-girl doit avoir, je peux pas faire plein de choses, je peux pas travailler, mais parce que j'ai de l'endométriose, et les gens disent ok, c'est quoi, et comme les gens comprennent pas, il y a ce sentiment de culpabilité qui s'installe, je pense. Tu te sens nul. Moi, par exemple, je me vois encore inviter des amis, etc. Chacun raconte ce qu'il fait dans sa vie, et ça arrive à mon tour. J'ai rien à dire, quoi. Ah oui, je m'occupe de mes enfants, et encore, j'arrive pas à bien m'en occuper. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressentais. J'arrive pas à bien m'en occuper, je suis pas fière de moi. Mon mari, je lui impose tellement de choses. Et ça, ça me bouffe, hein. Et encore aujourd'hui, je fais un travail tous les jours pour ça. Mais c'est le fait d'imposer, c'est exactement ça, d'imposer à tout mon entourage, mon mari, à mes enfants, ces maladies, puisqu'il y en a plusieurs, alors qu'ils n'ont rien demandé. Moi, je veux bien gérer tout, mais pas eux. Et ça, c'est compliqué. Hein. Ils s'adaptent? Mon mari s'adapte, bien sûr. Et les enfants? Mes enfants, pourtant, ils sont jeunes, mais ils s'adaptent. Ouais, les enfants s'adaptent plus volontiers, mais ils vous ont connu probablement ils m'ont connu comme ça. Et justement, Adrien, vous êtes donc le mari de Pauline, je le rappelle. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le plateau. Comment ça se passe pour vous qui vivez avec la maladie, mais qui n'êtes pas la personne qui en souffre? Alors, du coup, pour rappeler, tu as expliqué tout à l'heure que tu avais eu 3 stades dans l'évolution de tes symptômes.
Et en fait, dans le 3e stade, qui a été vraiment l'explosion, le moment où on s'est dit, en fait, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas, il faut qu'on creuse. Et probablement que c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, toi, dans ton cas, qui est plutôt très sportif, très dynamique, très sociable, tu t'es retrouvé du jour au lendemain dans le canapé, à pas pouvoir bouger. Et ça allait jusqu'à un point où si je rentrais pas le soir et si je faisais pas à dîner, t'avais juste pas la force de te faire à manger. Et ça a duré 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'était l'année de notre mariage. Ça a été un tel point qu'on s'est demandé si on allait pouvoir se marier parce que c'était impossible pour toi d'imaginer passer une soirée même assise à table. Enfin, c'était à ce point-là. Donc évidemment, quand on arrive à ce genre de symptômes, tu as été arrêté très longtemps, ce genre de poids, et ça, c'était tous les jours. Forcément que la personne qui partage la vie de la personne qui est touchée par l'endométriose, sa vie est forcément impactée. Socialement, je continuais pas à sortir comme si de rien n'était, en la laissant dans son canapé le week-end toute seule. Forcément, la vie pro est impactée parce que toute la journée, moi je pensais qu'il y a une chose, c'était à ma femme, enfin ma fiancée à l'époque, qui était dans son canapé et qui pouvait même pas se faire à manger. Donc forcément que la vie globale est impactée. Et donc c'est difficile. On se retrouve aussi démunis parce qu'on était dans le même bateau à essayer de comprendre pourquoi. On est inquiet. Alors comme en plus on a du mal à comprendre, on n'était pas suffisamment bien renseigné sur l'époque. À l'époque c'était très difficile. On s'est demandé si on allait pouvoir avoir des enfants un jour. Alors, heureusement, et c'est pour ça je nous estime quand même chanceux malgré tout, c'est qu'on a un fils qu'on aime plus que tout aujourd'hui, qui a 18 mois, et un deuxième qui est en route. Mais évidemment que pour l'accompagnant, c'est très impactant aussi sur la vie quotidienne, puisque c'est des symptômes quotidiens. Et vous disiez, vous êtes déjà senti démuni. Est-ce qu'il y a des moments où, enfin pour le dire couramment, est-ce que vous craquez vous aussi? Est-ce que vous vous sentez inutile face à elle quand elle souffre? Ah oui, inutile, ça c'est sûr. Craquer, je crois pas avoir craqué. Alors il y a des moments très difficiles où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, mais ça il faut surtout pas lui montrer. Parce que je pense qu'en tant qu'accompagnant et en tant qu'aidant, il faut réussir à prendre beaucoup de choses sur ses épaules parce que il faut pouvoir l'aider. La situation est tellement difficile. Parfois, on aimerait pouvoir souffrir à sa place et juste, ne serait-ce que quelques jours, prendre le fardeau et la laisser souffler. Mais oui, donc dans ce sens-là, on se sent inutile parce qu'on peut pas faire grand-chose. Alors après, il y a des petites choses, on peut se démener dans tous les sens pour trouver des solutions, essayer de comprendre. J'avais contacté à l'époque un médecin que j'avais découvert en regardant une émission sur l'endométriose, que finalement on avait été jusqu'à Lille pour le voir À l'époque, ouais, c'est vrai. et avoir des réponses. Donc on a essayé de cheminer un peu. Après, il faut être présent le plus possible, il faut être capable d'écouter beaucoup. C'est déjà énorme. Oui, c'est déjà beaucoup. C'est pas possible de comprendre complètement parce que c'est des aspects du corps que l'homme n'a pas, donc qu'on peut pas ressentir. Mais je pense que déjà, ne serait-ce que écouter et faire confiance sur ce que tu me disais, que tu pouvais pas, faire confiance en ce que raconte la personne et la croire sans douter, et puis croire que c'est évidemment pas de la comédie et que tout ce qu'elle raconte et ce qu'elle ressent est vrai. Je pense que c'est une première étape d'utilité, mais c'est sûr qu'on se sent très diminué. Je vous remercie. On a reçu pendant votre prise de parole plusieurs questions, notamment celle-ci de Sandra. On m'a diagnostiqué de l'endométriose en juin 2021 suite à une IRM, suite à un avortement où mes règles ne revenaient pas. Est-ce que je vais pouvoir retomber enceinte ou est-ce que j'aurai plus de difficultés? Je suis perdue et j'ai peur de regretter mon choix. Docteur, est-ce qu'on peut tomber enceinte? Oui, bien sûr, on peut devenir enceinte. Simplement, en général, pour répondre à cette question,
Bon, je ne sais pas comment l'IVG a été pratiquée, si elle était médicamenteuse ou chirurgicale, mais normalement, l'endométriose ne bloque pas les règles, au contraire, elle en donne trop et trop souvent quelquefois. Donc, l'autre cause, ce sont les adhérences qu'il faut chercher. Mais ça, les adhérences s'appellent des synéchies, peu importe. Mais il faut aller voir un gynécologue et puis peut-être faire non pas l'IRM, mais un examen de la cavité utérine qu'on appelle une hystéroscopie ou des dosages hormonaux pour vérifier qu'il n'y a pas autre chose. Parce que là, pour le coup, c'est pas une découverte fortuite. Hein. J'aurais tendance à dire ça, moi, enfin, pour cette patiente. Alors, autre question de Léna. Est-ce que dans le cas de l'endométriose, les règles sont forcément régulières ? La sage-femme qui me suit me dit que mes douleurs ne peuvent pas s'expliquer par de l'endométriose car je n'ai pas assez mal et que mon cycle est irrégulier. Non, je crois que non, les cycles peuvent être pas forcément réguliers dans l'endométriose. Et puis la qualité de vie, pour le coup, elle se pose avec des questions, avec des questionnaires, parce que là, la sage-femme, en l'occurrence, elle extrapole la qualité de vie. Et la qualité de vie, on ne peut pas l'extrapoler. Voilà, il y a des questions simples, il y a des questionnaires tout faits, qui sont des questionnaires même adaptés maintenant à l'endométriose, qui ont été traduits en français, avec des questions, très peu de questions, et on fait vite le tour. Hein. Puis vous avez des scores, bon, les scores, ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet de savoir s'il y a un vrai impact et de retentissement. Puis la meilleure façon, c'est de faire un examen spécialisé qui s'appelle ou l'échographie endovaginale bien faite, ou l'IRM. Et alors sur l'échographie, justement, Émilie nous demande si l'on peut voir les atteintes au niveau de la vessie et du système urinaire via une échographie. Alors, sur la vessie, oui. Sur le système urinaire, pas toujours, parce que, comment dirais-je, le système urinaire, il y a 2 reins, il y a 2 tuyaux qu'on appelle les uretères, et il y a la vessie au milieu. Si l'échographie, elle est juste en bas, on verra que la vessie. Le meilleur examen, si on veut tout voir, ça reste l'IRM. Et elle demande d'ailleurs, est-ce que l'endométriose provoque des pyélonéphrites? C'est ça, ou je le prononce mal? Alors, pyélonéphrites ou les mêmes symptômes? Ouais, c'est une très bonne question. Dans l'endométriose, parmi les signes, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des signes digestifs au premier plan, ce qui, du reste, je permets d'ajouter que on rentre dans cette maladie par plusieurs symptômes. Et c'est compliqué parce qu'on peut y rentrer par l'infirmière scolaire, on peut y rentrer par la gastro-entérologie parce qu'on a des troubles digestifs au premier plan. Et puis, puisqu'on aborde le problème urinaire, on peut y rentrer aussi par les symptômes urinaires. Les symptômes urinaires relativement fréquents de l'endométriose, c'est les douleurs en urinant juste avant ou pendant la période des règles ou juste après, avec des examens des urines bactériologiques à la recherche des microbes négatifs. Donc ça doit faire tilt. Hein. C'est-à-dire que j'ai mal en pissant à chaque fois que j'ai les règles. C'est en général l'endométriose. Bon. Deuxième question, est-ce que ça peut entraîner pyélonéphrite? Oui, parce qu'on est très surpris. C'est une maladie qui peut être longtemps silencieuse sur le rein. Et on voit des patientes arriver aux urgences avec des tableaux de pyélonéphrite et une obstruction. C'est-à-dire, bon, la première cause, c'est le calcul. Mais la deuxième cause chez la femme, c'est l'endométriose. C'est-à-dire vous avez un obstacle sur le conduit et il se délate tout doucement. Alors, on ne s'en rend pas compte parce que ce n'est pas une colique néphrétique brutale, pas un calcul qui se bloque et qui s'arrête. Ça s'est fait au fur et à mesure des années. Ça s'est dilaté, puis à un moment, ça s'infecte. Oui. Donc, ça vaut le coup si parmi les causes de pyélonéphrite, surtout si l'examen d'urine est négatif, de faire au moins une échographie rénale, parce que s'il y a une dilatation rénale, là, il faut chercher l'endométriose. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors Diane et Pauline, les endo-girls qui nous suivent se reconnaissent dans ce que vous décrivez. Pour revenir justement à la question soulevée par Adrien sur les aidants, Pauline, votre frère de 28 ans, Fabrice, a accepté de témoigner également. Et on va regarder ça ensemble, la vidéo de Fabrice. Donc ça change aussi beaucoup de choses dans notre relation. On ne peut plus partager des moments sportifs comme avant, du surf par exemple. On peut partager les mêmes repas qu'avant, donc il faut cuisiner différemment parce qu'elle ne peut pas manger tout, etc. Quand on va au restaurant, c'est pareil. Donc je dirais que la maladie a quand même changé beaucoup de choses. Ça reste ma sœur, on a toujours une super relation, mais il y a plein de choses qui changent dans le quotidien. Voilà, plus boire d'alcool, plus faire la fête, plus pouvoir manger ce qu'on veut. Voilà, c'est plein de petits exemples comme ça qui au final changent beaucoup de choses. Moi, j'habite pas à côté de ma sœur, donc je peux pas la voir quand je veux. On a 700 km qui nous séparent, donc je peux pas l'assister au quotidien dans tout. Je l'assiste surtout psychologiquement en
prenant des nouvelles, en l'appelant et en passant du temps à échanger avec elle. Et après, quand je peux, je viens passer une semaine. On avait fait une semaine il n'y a pas longtemps à la maison où j'avais fait les courses, cuisiné, je m'étais occupé de son fils pour l'aider à passer une belle semaine tous ensemble. Alors, Pauline, votre frère, il est super, comme votre mari, si je peux me permettre. J'ai mis à contribution toute la famille. Pourquoi est-ce qu'ils sont si précieux pour vous, ces aidants? Alors, ils sont précieux parce que la charge mentale qu'implique une maladie chronique, alors effectivement, on ne le vit pas tous de la même manière, on n'a pas tous le même niveau de symptômes, mais globalement, avoir une maladie chronique, c'est une charge mentale. C'est une charge physique, c'est une charge émotionnelle, et c'est une charge mentale parce qu'il faut organiser des rendez-vous réguliers, il faut combiner. Enfin, tout le monde doit gérer dans sa vie l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie sociale, etc. Quand on a une maladie chronique, on a en plus ce truc-là qui vient tout bouleverser et qui fait que gérer tout seul, enfin, gérer tout pour une seule personne, ça fait vraiment beaucoup. Ça peut être compliqué ponctuellement ou quotidiennement. Ça peut même être en fait un calvaire. Et donc l'aidant, il vient être un soulagement, que ce soit une aide ponctuelle, un texto de temps en temps, un dîner qu'on vient partager, ou alors l'aide quotidienne et approfondie que peut avoir un conjoint ou un frère ou un parent. En fait, c'est hyper précieux. Et moi, je pense que j'ai mis longtemps, bon, à part Adrien qui, le pauvre, a tout pris de plein fouet dès le début parce qu'il partageait mon intimité. Aujourd'hui, ma famille est très mobilisée, mes amis aussi, mais j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter, d'expliquer à quel point c'était impactant, avant d'en parler et avant de dire, en fait, j'ai besoin d'aide parce que je ne peux pas gérer toute seule, parce que c'est trop dur physiquement, c'est trop dur psychologiquement. Et aujourd'hui que j'accepte beaucoup plus l'aide, je me dis, mais c'est tellement précieux parce qu'en fait, ça va être quelques minutes, quelques heures, quelques jours de temps pour la personne qui accompagne. Mais c'est un vrai soulagement, le simple fait de ne pas se sentir jugé, que les gens prennent en compte à nouveau le régime alimentaire. Aujourd'hui, voilà, moi, ma famille, tout le monde sait que j'ai un régime strict. Bon, j'ai plus besoin de préciser ce que je mange. Quand je viens, on a un week-end de famille, tout le monde s'adapte. Et c'est OK. Et pareil, quand je vais à un dîner, le fait que savoir que ces amis-là, ils ont imprimé que je peux pas manger de gluten ou de lactose. Bon, ceux qui le font pas, c'est pas grave et on s'adapte toujours. Mais le fait que les gens prennent en charge une partie de cette charge mentale, en fait, ça permet juste d'alléger le quotidien, quoi. Donc oui, c'est très précieux. Et toi, tu as eu besoin qu'on te force à en parler plus. Oui. Et je pense que c'est aussi dans le rôle des accompagnants, c'est de parfois faire le travail à la place de la personne qui souffre d'endométriose, d'évangéliser et d'expliquer autour pourquoi les symptômes, qu'est-ce qui va pas. Oui, et ça rejoint le sentiment de culpabilité ou de honte, parce qu'en fait, oui, à 32 ans, ça me fait pas marrer de raconter aux gens que parfois, je peux juste pas me lever le matin, qu'en fait, moi, une journée de travail, j'aimerais bien pouvoir dire que j'ai fait du 8h-20h sans m'arrêter et que je vais boire l'apéro après. Mais en fait, non, c'est impossible, parce que j'ai pas l'énergie, que j'ai mal et que j'y arrive pas. Et c'est dur de... En fait, c'est d'une certaine manière un aveu de faiblesse. Et donc, c'est pas forcément facile d'aller voir les gens et de leur dire, voilà, il y a tout ça et j'ai besoin de toi, quoi. Et effectivement, pour le coup, ça, je sais que moi, Adrien m'a beaucoup aidé là-dessus. Et encore aujourd'hui, parce que lui, il a pas honte. Il dit, oui, en fait, notre quotidien, c'est ça. Voilà ce que ça implique. Et toute aide est bienvenue, donc venez, quoi. Mais alors c'est vrai que l'endométriose s'avère assez rapidement une maladie de couple. Quand on regarde de plus près l'impact de cette maladie sur la vie affective, malheureusement, c'est assez triste. J'ai échangé avec de nombreuses femmes qui m'ont confié qu'elles ont laissé tomber en fait les relations amoureuses ou qu'elles ont connu de gros échecs, des hommes qui ont filé une fois qu'ils ont découvert qu'il fallait vivre avec et s'adapter. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que toutes les deux avaient la chance d'avoir rencontré, a priori, des maris très éclairés et très aidants. Que diriez-vous si elles sont présentes ce soir devant l'émission à ces jeunes femmes, peut-être, qui désespèrent de trouver un homme ou une femme qui comprendra cette maladie? C'est vrai que moi, mon mari, il a pris un petit peu le rôle d'aidant naturellement. Alors moi, je l'ai connu et j'étais pas de façon... Enfin, j'étais pas chronique. J'avais pas l'endométriose, mais j'avais la vasculaire de la face, mais... Pas autant du tout qu'aujourd'hui. Donc notre vie, vraiment, elle est à basculer du jour au lendemain. Et c'est difficile pour une personne qui nous accompagne de voir notre vie, parce que c'est sa vie, en fait, qui bascule du jour au lendemain. Et ça, je pense que c'est très, très compliqué pour la personne. Alors, soit, en fait, la personne, elle est déjà avec son compagnon et il va falloir vivre ça main dans la main. Et je pense qu'il faut se faire accompagner. En fait, c'est toujours ce que je conseille, c'est de se faire accompagner. Moi, je me rappelle, Xavier, il a pris ce rôle d'aidant naturellement, mais ça n'a pas été si simple que ça. Enfin, je veux dire, même aujourd'hui, là, en septembre, ça a été très compliqué
tous les deux, parce que ça m'a fait un petit peu sourire, parce que c'est vrai que vous prenez tellement de charges sur vous et vous voulez pas nous le dire parce que c'est déjà trop compliqué pour nous. Mais finalement, il y a un moment où c'est trop compliqué et puis il craque en fait. C'est ce qui s'est passé en septembre. Et je me rappelle aussi en 2016, c'était à la fin de mes opérations, on était à la 7e opération et c'est l'hôpital qui m'avait dit que pour cette opération, il fallait obligatoirement qu'on aille voir un psychiatre, mais tous les deux. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, qu'ils incluent mon mari dans cette aide. Et ça a été super salvateur, parce que j'ai compris en fait que lui, il avait des peurs. Et puis moi, j'ai pu lui dire que justement, je culpabilisais de l'avoir mis dans cette vie que je voulais pas du tout pour lui. Je lui ai même dit des mots qui étaient super durs. Je lui ai dit que je l'aimais assez et que je l'autorisais à partir. C'est horrible, hein, mais je lui ai dit que cette vie, elle était trop compliquée. Il vivait dans les hôpitaux, on s'était pas mariés pour ça, et je l'aimais assez pour qu'il parte et qu'il vive une vie plus facile. Et puis il m'a rassurée. Il m'a dit que même si c'était trop compliqué, lui, il préférait avoir cette vie compliquée avec moi. Mais voilà, donc cette séance nous a permis vraiment de mettre des mots et de se comprendre mutuellement. Voilà, j'ai compris que lui, il avait des peurs, lui, il a compris, il m'a rassurée, il a pu comprendre que je culpabilisais. Bref, en fait, je pense que vraiment de se faire aider, c'est primordial, en fait, finalement. Et puis, si on n'a pas encore rencontré la personne, je pense que de dire les choses tout de suite, en fait. Je pense que finalement, c'est toujours de dire les choses. C'est l'échange, en fait, qui peut vraiment permettre d'aider, quoi. Parce que quand on est à une maladie chronique, c'est tous les jours. Et si la personne n'a pas les épaules pour pouvoir gérer ça au quotidien, il ne faut pas se mettre dans ce quotidien avec nous, parce que c'est quand même une charge qui est énorme. Adrien ? Ouais, mais en fait, il ne faut pas que les personnes qui ont de l'endométriose en aient honte, parce qu'en soi, ça ne change pas leur personnalité. Et effectivement, quand on l'a découvert, on était déjà ensemble, et c'est ce que je t'ai toujours dit aussi, c'est la femme que j'aimais, que j'aime, et le fait qu'elle soit malade n'a en rien changé le fait que je l'aime toujours autant. Et donc je pense qu'il faut juste ne pas avoir honte de cette maladie qui se traite et qui se traite encore mieux à deux, et qu'il ne faut pas en avoir honte quand on n'a personne, parce que pour moi, c'est pas si la personne s'en va, c'est juste que c'était pas la bonne personne, et ça n'empêche pas de tomber sur la bonne personne plus tard, et c'est pas la maladie qui l'empêchera, parce que c'est juste une caractéristique supplémentaire d'une personnalité. Mais en général, souvent, je trouve que l'endométriose, elle révèle une force de caractère, elle révèle de la ténacité. Les personnes qui ont de l'endométriose sont des personnes très courageuses, donc pour moi, limite, ça révèle encore plus une autre qualité chez ces personnes-là. Et alors, au-delà de la vie affective, il y a aussi la vie sexuelle. Toujours selon une enquête de l'association Endo-France sur justement cet impact sur la vie sexuelle des femmes, près de 9 répondantes sur 10 confient ressentir des douleurs pendant les rapports. 88% d'entre elles souffrent de dyspareunie. Docteur Sauvanet, qu'est-ce que c'est, les dyspareunies ? Les dyspareunies, c'est les douleurs pendant les rapports sexuels. Alors, on distingue les dyspareunies profondes, qui sont donc, au fond, pas de schéma anatomique, mais au fond de la cavité vaginale, qui sont en général, elles, liées à une atteinte endométriose des ligaments postérieurs, ce qu'on appelle les utérosacrés, qui est l'atteinte la plus fréquente. Donc on a mal pendant et souvent après les rapports. Et puis ça peut se compléter par des réflexes d'inhibition, par des réflexes de peur ou de peur d'avoir mal, par ce qu'on appelle la dyspareunie, on appelle ça superficielle, orificielle, par une hypertonicité du périnée, qui fait que voilà, c'est une impossibilité complète à la pénétration. Est-ce que c'est lié au vaginisme, ça ? Alors, cette deuxième chose ? non. C'est un vaginisme réflexe, parce qu'on sait que la femme sait qu'elle va avoir mal. Voilà. Mais vous avez aussi des vaginismes primitifs. Dans ceux-ci, il faut chercher aussi, dans le passé, les agressions. Ça, c'est plus compliqué. Et il y en a aussi, on aborde un peu ce sujet, mais on se rend compte que quand on fait des questionnaires, maintenant, on a l'habitude de poser ces questions, parce que comme je vous l'ai expliqué, le plus compliqué à traiter dans nos consultations, je trouve, et avec l'expérience, c'est les jeunes filles, jeunes femmes,
qui ont des douleurs infernales, qui viennent aux urgences tout le temps, qui restent cloîtrés à la maison, qui sont voire en échec scolaire, parce que moi je vois des jeunes filles avec les parents extrêmement inquiets sur le cursus scolaire parce que ça fait quelques mois, voire quelques semaines que la jeune fille ne met plus les pieds à l'école. Et avec des endométrioses, somme toute, assez modérées. Et donc vous avez cette discordance entre un tableau clinique très algique, vraiment très algique. Certaines viennent pour la morphine, il faut même leur faire d'autres choses. Et puis, somme toute, un examen d'imagerie qui est pas très inquiétant, où il y a beaucoup d'endométriose comme ça. Et on se rend compte que parmi celles-ci, un certain nombre, alors, avouent des agressions sexuelles qui sont passées inaperçues ou qu'elles n'ont jamais évoquées. Et que donc là, on a une partie de l'explication. Et vous, Diane et Pauline, alors ça fait partie évidemment des tabous autour de la maladie, cet impact sur la vie sexuelle. Est-ce que vous en avez souffert? Alors oui, c'est sûr. Pour le coup, moi, il y a eu un avant et un après l'opération. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Adrien, j'avais certains symptômes, mais pas celui-là, qui est venu au fur et à mesure. Et on a compris, quand j'ai enfin eu les bons examens, qu'effectivement, les ligaments hétérosacrés, enfin voilà, les lésions étaient à des endroits qui expliquaient les douleurs pendant les rapports. Donc avant mon opération, c'était très compliqué. Et depuis que j'ai été opérée, pour le coup, le fait qu'il n'y ait plus les lésions a amélioré notre vie sexuelle. C'est évident. En revanche, il y a cette partie lésion physique qui fait que la pénétration ou l'acte en lui-même peut être difficile. Mais il y a également le quotidien et les douleurs annexes. Parce que même si vous avez pas mal pendant le rapport, le fait d'avoir des douleurs digestives, ce qu'on appelle l'endobélie, donc d'être hyper ballonné, ou alors d'être extrêmement fatigué, d'avoir des douleurs lombaires. Enfin, en gros, quand dans votre corps, vous n'êtes pas hyper épanoui et que vous passez beaucoup de temps à lutter contre vous-même ou en tout cas contre ces symptômes, et ça, bon, c'est probablement le cas dans l'absolu quand on est très fatigué, même sans être malade. Parfois, il faut se motiver, quoi, entre guillemets. Donc, dans le cadre d'une maladie, il y a le côté clinique en tant que tel qui peut être très handicapant, mais nous, on le voit parfois au quotidien quand, pendant plusieurs semaines ou plusieurs jours d'affilée, j'ai vraiment mal et que c'est un peu difficile, faut aussi arriver à dépasser ça au-delà de la douleur effective et à arriver à garder une libido active, à garder le désir présent, etc. Et à nouveau, on en revient à cette charge mentale de la maladie, quoi. Ça laisse pas toujours la place au désir pour exister. Donc c'est sûr que oui, ça peut être un poids. Oui, Diane, au-delà des dyspareunies, il y a aussi la fatigue intense, la baisse de la libido, peut-être d'ailleurs liée aux traitements hormonaux dont on parlait. Alors oui, oui, tout est lié. D'abord, vous parlez de la fatigue intense, c'est vrai, parce que dans l'endométriose, un symptôme qui est volontiers associé, c'est le syndrome de fatigue chronique. Voilà, les femmes expliquent qu'elles sont fatigables et fatiguées. Qui est pour moi un des pires. Je ne sais pas si vous évoquerez dans votre question ultérieure un aspect moi qui m'intéresse toujours, c'est de savoir comment les employeurs réagissent à ces coups d'arrêt, parce que des fois c'est des arrêts de travail, ça. Vous nous expliquez un peu comment vous gérez ça. Je ne sais plus ce que je disais, pardon. Non, je demandais si, à Diane ou à vous, si oui, au-delà des dyspareunies, vous aviez souffert de Alors oui, vous parliez des traitements hormonaux. Oui, voilà, effectivement, le traitement hormonal, c'est toujours la même chose, c'est le bénéfice-risque. Et puis, comme je vous dis, il y en a qui vont très bien. Parce que le traitement hormonal, tout compte fait, dans la majorité des cas, en tout cas, pour les endométrioses pas très sévères, algiques, ce n'est ni plus ni moins que la pilule. Or, tant que je sache, beaucoup de femmes, même si aujourd'hui on en prend plutôt un peu moins la pilule qu'avant, mais un certain nombre de femmes n'ont pas la libido qui change. En revanche, c'est vrai que ce symptôme de perte de libido est souvent évoqué, que j'appelle chez les femmes hormonosensibles. C'est-à-dire que celles-ci, c'est compliqué quelquefois de leur trouver un traitement. Mais encore une fois, c'est tellement variable. Oui, c'est du cas par cas aussi. En fait, je crois que, vous savez, on évolue de plus en plus vers le concept, mais c'est dans toutes les maladies, et notamment les maladies chroniques et le cancer, vers la médecine personnalisée. Donc il n'y a pas de recette type. Oui, c'est du cas par cas. Voilà. Et tant que vous n'avez pas compris ça, aujourd'hui, on a bien avancé sur l'endométriose, parce qu'à part l'hormonothérapie, il y a plein de thérapies complémentaires qui arrivent à améliorer la qualité de vie. Et on n'est pas forcément obligé d'en passer par là. Et ça peut être le régime anti-inflammatoire, mais qui est aussi une contrainte.
Bien sûr. Certaines l'acceptent, d'autres Si l'acceptent le moins. bénéfice il est ultra positif, il n'y a pas de question à se poser. Clairement. Bah, chez vous, oui, Ouais. c'est vrai. Mais les femmes le disent souvent sur ce traitement anti-inflammatoire. Oui. Le Ah ouais, moindre là, écart. oui. Enfin, Ah moi, bah, c'est j'écoute, sûr, hein. c'est sûr, le régime Mais anti-inflammatoire. c'est là qu'on reconnaît les vrais amis, parce que Oui. ils vous invitent à dîner sans problème. Le message est passé. Mais ça, j'ai pas. Alors, il est 19h, donc nous avons encore 30 minutes à passer ensemble. N'hésitez pas à nous envoyer de nouvelles questions. Justement, docteur, Sandra nous demande, est-ce que les migraines peuvent faire partie des symptômes, car ça fait plus d'1 an que j'en fais au point de vomir? Alors, il y a plusieurs types de migraines, hein. Il y a les migraines cataméniales, c'est la migraine pendant les règles. Celle-ci, elle est hormonodépendante. Elle est quelquefois, évidemment, provoquée, par le côté carence hormonale brutale au moment de la chute des hormones qui déclenchent les règles. Mais si vous surajoutez la douleur, toute douleur peut finir par donner la migraine. Et puis, vous avez les migraines chroniques. Ça, pour le coup, j'ai pas vraiment d'idée sur la question parce que c'est compliqué. J'ai aussi des migraines, et donc ça, j'ai pas d'endométriose. Mais non, au-delà de ça, c'est un symptôme qu'on retrouve assez volontiers associé. Mais vous savez, il y a plein de maladies qu'on retrouve plus volontiers associées à l'endométriose que d'autres dans l'épidémiologique, par exemple. On sait que les problèmes thyroïdiens sont volontiers associés, que les maladies intestinales chroniques sont volontiers associées. L'algie de la face, ça, c'est plus rare, je crois pas, à ma connaissance. Vous savez, le syndrome de fibromyalgie. Alors là, ça complique aussi beaucoup le problème qui est souvent associé. Donc vous avez un certain nombre de maladies, ce qu'on appelle auto-immunes, enfin qu'on met dans cette case, qui sont associées. Honnêtement, la migraine, si c'est le seul symptôme, qu'elle n'est pas déclenchée par des douleurs de règles, j'aurais tendance à dire que non. Hein. Enfin, faut pas tout expliquer par l'endométriose non plus, parce que le risque, c'est ça, c'est qu'on dérive et qu'on trouve de l'endométriose et qu'on commence alors que la femme se plaint. Donc il faut vraiment faire la part des choses entre l'endométriose de découverte un peu fortuite et de couverte vraiment parce qu'elle fait partie intégrante de la symptomatologie dont se plaint la malade. Merci. Alors, j'ai une personne qui m'écrit « Je fais suite à la réponse depuis mes règles sont revenues. Je les ai tous les mois depuis septembre. Ah bah oui, c'est la question. Dernier. Je suis en attente de la relecture des clichés par le professeur Gauthier à Limoges. » Ouais. Voilà. Bon, eh ben, merci. Donc, merci pour ces précisions. Voilà, ça tombe bien, les règles sont revenues, c'est ce qu'on avait dit. Et alors, j'ai Émilie aussi qui se demande, j'espère ne pas dire de bêtises parce qu'il y a un acronyme, est-ce que l'on peut avoir un syndrome des ovaires polykystiques? C'est ça? SOPK. SOPK. SOPK, diagnostiqué en février 2020 et une endométriose qui se déclare plus tard. Les deux ne sont pas incompatibles. Malheureusement. Les deux ne sont pas incompatibles. Maintenant, le syndrome des ovaires polykystiques, attention, hein, ça aussi, il y a des diagnostics un peu faciles. Ce n'est pas un diagnostic que d'imagerie, hein, le syndrome des ovaires polykystiques. C'est un diagnostic également sur les troubles des règles, souvent les troubles du poids, des troubles hormonaux, qu'ils soient physiques ou pas, avec une hyperpilosité ou un syndrome métabolique, hein, c'est-à-dire des femmes dont l'IMC est important, alors que dans l'endométriose, justement, en général, l'IMC est faible. L'indice de masse corporelle est faible. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, il faut aussi, et là aussi, comment dirais-je, c'est pas à la mode le syndrome des ovaires polykystiques, mais on lui fait dire beaucoup de choses. Hein. Donc, attention parce que on n'est pas infertile. Donc, ça mérite quand même d'être recadré par soit des gynécologues qui connaissent bien le syndrome des ovaires polykystiques, soit par un endocrinologue, parce qu'on lui fait dire un peu n'importe quoi. Et pour le coup, on peut en rassurer aussi beaucoup. Là. Alors avant d'en venir aux solutions qu'on peut proposer à celles et ceux qui nous regardent, une dernière question de Manuela. Est-il possible d'avoir eu 4 enfants sans difficulté et d'être atteinte d'endométriose ou d'adénomiose? Ah bah ça. Alors, l'endométriose, ce qu'on appelle externe profonde, oui, c'est possible. Mais en tout cas, l'adénomiose, certainement. Puisque c'est au départ, comme je l'expliquais, il y a 2 types d'adénomiose. Il y a l'adénomiose maladie, qui est l'endométriose. Et puis, il y a l'adénomiose qui fait que l'utérus s'est contracté, a accouché,
Et il y a des ruptures qui se sont faites entre l'endomètre, c'est-à-dire le tissu interne, et le myomètre. Mais ça, je dirais, c'est un vieillissement d'un organe qui a beaucoup travaillé. Et donc, c'est banal, malheureusement. Alors, ça dépend de l'âge, ça dépend des symptômes. Ça se traite plus ou moins facilement ou plus ou moins agressivement, ça dépend. Mais c'est très classique. Je veux dire, ça ne nous inquiète pas particulièrement. Je prenais un peu cet exemple, c'est un peu la prostate qui vieillit chez un homme. L'adénomiose au bout de 4 enfants, c'est très classique. Mais pour l'endométriose, c'est quand même intéressant parce que c'est vrai que moi, je ne m'étais jamais imaginé que j'avais de l'endométriose parce que ça n'avait pas commencé en étant adolescente. Voilà. Et je pense que dans beaucoup de gens, au niveau dans la tête, dans la conscience collective, c'est impossible d'être atteint d'endométriose si on a eu des enfants. Parce que ça commence lors des premières règles. Parce qu'il y a 2 types d'endométriose. C'est ce qu'on appelle l'endométriose externe, c'est-à-dire en dehors de l'utérus. Et puis il y a l'endométriose qu'on appelait avant dans les bouquins endométriose interne, c'est-à-dire qui pénètre le muscle. Alors les 2 peuvent être associés, mais pas forcément. On a beaucoup d'adénomioses isolées, justement chez les femmes qui ont accouché en général, avec ce qu'on appelle les multipares. Il n'y a souvent que de l'adénomiose, sans endométriose externe associée. Et puis quelquefois, on a les 2. Et vice-versa, puisque la grande Et quelquefois, on n'a crainte... que l'adénomiose de l'adolescente. Oui, ça, c'est un sujet de discussion de congrès qui aujourd'hui fait l'objet de débats, je dirais. Mon vice-versa ne répondait pas à ce que vous disiez, mais à Diane sur le fait de se dire qu'en ayant eu un enfant, on ne pouvait pas avoir d'endométriose. Mais une des craintes principales quand on nous annonce notre endométriose, c'est de ne pas pouvoir être maman. Et on se dit, ma vie de femme et de future mère est fichue. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons 2 exemples du fait que... c'est possible. Voilà, c'est possible. Exactement. C'est important, ça, de le rappeler. Je pense que c'est très important de le dire. Alors après, encore une fois, c'est du cas par cas. On a beaucoup de chance, en l'occurrence, puisque nous, on a réussi, mais c'est possible. Finalement, je crois que les chiffres disent qu'il y a 40% de femmes atteintes d'endométriose qui ont des soucis d'infertilité. Mais même dans le cadre d'infertilité et de parcours PMA, la majorité réussissent. Alors, c'est pas du tout pour alléger le fardeau que ça peut être, la longueur des parcours et la difficulté que ça implique. Et même moi, le simple fait à l'époque, quand on m'a dit, là, il faut vous opérer, et puis en gros, faites vite après l'opération parce qu'on ne sait pas trop si ça marchera ou pas. Alors, il se trouve qu'avec tout ce que j'ai mis en place et une opération réussie, j'en suis à ma 2e grossesse spontanée. Et donc, c'est génial. J'ai probablement beaucoup de chance. Mais donc, je pense qu'il faut passer ce message d'espoir. Et en plus, c'est l'objet du live aujourd'hui, c'est l'objet d'EndoBloom. Plus on évite l'errance de diagnostic, plus on parle de la maladie tôt et plus on diagnostique au bon moment, plus on a de chances de mieux vivre avec et donc notamment de contrer ces potentiels problèmes d'infertilité parce que l'infertilité, on la détecte aussi souvent et le docteur le disait tout à l'heure, au moment où la femme veut avoir des enfants, en fait ça fait probablement 10 ou 15 ans que la maladie galope tranquillement dans son coin et que personne ne l'a diagnostiquée et donc le moment où elle n'y arrive pas, on se rend compte qu'elle a effectivement une endométriose qui est plus handicapante que prévu. Une femme qui a été diagnostiquée au bon moment parce que quand elle a eu des symptômes, on l'a écoutée et on l'a diagnostiquée, elle a probablement mis en place certaines choses qui font que sa fertilité sera beaucoup plus préservée. Donc je pense qu'il faut être très précautionneux parce que c'est un sujet très délicat et qui est très sensible. Mais oui, nous, on est des exemples que ça peut marcher et qu'on peut avoir un quotidien très compliqué puisqu'on est... c'est ce dont on témoigne, mais par ailleurs... être heureuse en maternité, entre guillemets, quoi. Ah oui, non, mais c'est le message que j'essaie de faire passer aussi. Surtout que dans mon cas, en 2017, du coup, en 2016, quand je me suis fait opérer au niveau du cerveau, on m'avait dit que j'étais aussi, que je ne pourrais pas avoir d'enfant par rapport à mon opération du cerveau. Donc, je me rappelle, avec Xavier, en plus, ça n'avait pas du tout marché, cette opération. Ça n'avait pas du tout baissé mes crises. Et je me rappelle, Xavier m'avait dit... Ils nous ont pris, la maladie nous a pris déjà tellement, c'est impossible, ils ne nous prendront pas ce désir d'avoir un enfant. Donc on n'a pas pris en compte ce qu'il nous avait dit, on s'est lancé dans ce désir d'avoir un enfant, on a été pris en charge par la PMA, ça a été un long combat, donc ça faut le dire aussi, c'est un long combat, c'est pas facile, j'ai accouché prématurément, ça a été vraiment un combat de chaque minute, ça a été difficile, mais j'ai réussi à avoir mon fils. Ça a été... en fait, c'était la première fois que je gagnais contre la maladie. Donc ça a été une victoire énorme. Après, on m'a diagnostiqué pour l'endométriose. Et là, je me suis dit, j'ai une endométriose. Déjà, en plus, on m'avait dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Ça va être la fin. C'est mort. J'aurai plus jamais d'enfant.
Alors pas du tout. Alors j'ai fait une fausse couche, ça a été pas facile, mais après j'ai réussi à avoir ma fille. Donc franchement, je pense que parfois on nous dit que c'est impossible, mais faut y croire. Alors parfois ça marche pas, hein, donc je vais pas dire que pour tout le monde c'est possible, mais parfois oui, la vie elle réserve de belles surprises, mais vraiment. Vous avez raison sur ce message d'espoir. Aujourd'hui, il faut combattre ce qui se dit. C'est-à-dire que dès qu'il y a diagnostic, faites un bébé le plus vite possible. Non, ça, je suis... sauf à avoir 40 ans et d'avoir un vrai projet et le passer à la phase active des choses. Mais ça, c'est complètement stupide parce que ça met une pression supplémentaire aux femmes qui ne se sont jamais posé la question. Ouais. Quand vous avez 22 ans, 20 ans, 18 ans, en fait, un enfant le plus vite possible, c'est une stupidité inouïe. Alors, comme vous le dites, faire un diagnostic précoce, c'est stabiliser la maladie, c'est l'empêcher de progresser, c'est la surveiller, c'est effectivement, parce que je ne sais pas si on va en parler, mais c'est l'occasion aussi de dire que dans certaines formes d'endométriose, notamment les atteintes ovariennes, on fait de la préservation de fertilité maintenant, c'est-à-dire qu'on congèle les ovocytes. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on faisait même avant que les lois sociétales passent au Parlement. Et donc, la congélation d'ovocytes, voilà, ça permet aujourd'hui d'avoir un peu de temps et de réfléchir et pas se mettre la pression. Alors, je vois bien, on est en train de dériver sur encore une fois, la médecine, le curseur. Alors, tout le monde veut faire la préservation des ovocytes à 25 ans ou 22 ans, c'est aussi stupide dans ce sens-là, parce que ça peut venir tout seul. Et puis, des fois, on peut rencontrer quand même l'homme de sa vie et le faire naturellement. Mais il y a encore un juste milieu à trouver. Mais en tout cas, c'est une possibilité technique qui est aujourd'hui offerte aux femmes qui n'existaient pas il y a quelques années. Alors oui, je le disais, le sujet d'une autre émission, parce que malheureusement, le temps file. Ah oui, on pourrait discuter des heures. Et que oui, il y a tellement à dire sur ces sujets-là, sur ces questions-là. Mais justement, Pauline, vous parliez d'EndoBloom, vous êtes l'initiatrice du projet développé par le Lab Amy. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? C'est quoi EndoBloom ? Tout à fait. Alors en fait, donc EndoBloom aujourd'hui, c'est un site qu'on a lancé qui a vocation à donner de l'information assez exhaustive sur ce qu'est l'endométriose, donner de l'information et fournir un accès à des contenus qu'on a estimés pertinents et utiles pour justement ne pas passer trop de temps à chercher. Donc en fait, moi je suis partie du principe que j'avais galéré pendant des années pour avoir la bonne info. Que à nouveau, avoir une maladie chronique, ça prend déjà beaucoup de temps et d'énergie. Si on peut se faciliter la vie en ayant accès à la bonne info au bon moment, au bon praticien de santé qui va témoigner, parce qu'on a on a interrogé des spécialistes du sujet qui sont engagés, qui sont passionnés, qui vont pouvoir témoigner et vous dire il y a de l'espoir, il y a des solutions, voilà ce qu'est la maladie, il y a des examens. Donc voilà, le site, il se veut assez interactif et il a vocation à vraiment donner accès à une information facilitée pour les femmes atteintes, pour les femmes potentiellement atteintes, pour leur entourage. Et moi, c'est le site que j'aurais aimé avoir il y a quelques années quand justement on cherchait de l'info et qu'on ne la trouvait pas en fait. Donc voilà, on a cette plateforme aujourd'hui, on a une série de podcasts avec des soignants qu'on fait intervenir, on a notamment référencé tous les centres spécialisés. Oui, j'allais vous dire d'ailleurs, est-ce qu'on peut afficher la carte des centres spécialisés qu'on peut retrouver sur le site d'EndoBloom ? Ça, c'est un outil très précieux. C'est super. Voilà, en fait, on a fait le choix de répertorier ces centres spécialisés parce que souvent, on ne sait pas forcément qu'il y a des centres spécialisés. Et en fait, il y en a partout en France. Alors, souvent dans les grandes villes, mais en tout cas, là, on le voit sur la carte, il y en a quand même partout en France. Et il y a Resendo, qui est le réseau Ville-Hôpital, justement, qui référence aussi les médecins en libéral qui vont être spécialisés sur le sujet. Donc, c'est tous ces outils qui vont faire qu'on ne va pas passer des heures sur le web, potentiellement aussi se perdre sur des sources d'informations qui ne vont pas être fiables. Parce qu'on le disait tout à l'heure, parfois on peut lire, quand on apprend qu'on est malade ou quand on cherche des infos pour une personne malade, on lit tout et son contraire. Ça peut être complètement anxiogène, ça peut être la mauvaise information. Donc là, on s'est voulu vraiment assez exhaustif et factuel en disant, voilà, on n'est pas médecin, mais en revanche, on vous donne cet accès pour que vous gagniez du temps et que cette prise en charge de l'endométriose puisse être facilitée. Donc un accès aux bons médecins, un accès aux bons contenus, aux bons ouvrages. On cite vos ouvrages, mais voilà, on va renvoyer vers des comptes Instagram qu'on estime pertinents parce que c'est des femmes comme Diane qui prennent la parole et qui sensibilisent à ces sujets. C'est des définitions assez exhaustives de la diversité des symptômes qu'on peut ressentir, parce qu'on le disait tout à l'heure, parfois on n'associe pas un trouble urinaire à de l'endométriose, alors qu'en fait si.
Voilà, donc c'est être un facilitateur et un intermédiaire vers de l'info pertinente. Et il y a évidemment des contenus sur ce qu'on peut appeler la médecine traditionnelle, conventionnelle, que Dr Sauvanet expliquait, par exemple la prise de la pilule, le traitement hormonal, les opérations, mais aussi de gros focus sur des méthodes alternatives. Vous, Pauline, Diane, en tant que patiente, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment aidé et que vous aimeriez conseiller à celles qui nous regardent ? Sans aucun doute. C'est certain. Déjà, je pense, et après Diane, je te laisserai détailler, mais je pense que la prise en charge de l'endométriose, et vous l'avez un peu dit tout à l'heure, elle est forcément pluridisciplinaire. Vu la diversité des symptômes et la diversité d'expression de la maladie pour une même patiente et pour chaque patiente, en fait, il n'y a pas une solution. Il faut essayer. Les traitements conventionnels, ils peuvent être très bien et aider, mais en fait, pour se soulager au quotidien, effectivement, il y a toutes les thérapies alternatives complémentaires, comme l'alimentation anti-inflammatoire, comme le sport doux, tel le yoga, la kiné, l'ostéo. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la sophro, complètement. Et d'ailleurs, Adrien a souvent coutume de me dire qu'en gros, j'ai un staff médical comme un sportif de haut niveau. Mais c'est pas faux, en fait. Au fil des années, on se constitue un peu un panel de soignants qui vont permettre de soulager les différents symptômes et qui font qu'on arrive à mieux vivre avec. Et ça, c'est aussi une manière de donner de l'espoir. C'est pas parfait, c'est pas abouti, on comprend pas tout sur cette maladie, mais il y a des pistes. Après, ça peut prendre un peu de temps pour trouver celles qui conviennent, mais il y en a, et il y en a beaucoup. Et de plus en plus de médecins et de centres spécialisés proposent aussi cette prise en charge pluridisciplinaire qui, à mon sens, est la clé pour arriver à vivre avec. Et je te laisse. C'est comme toute maladie chronique, il faut vraiment avoir une prise en charge pluridisciplinaire, une médecine douce, sophrologie. Moi, j'adore la sophrologie, donc sophrologie, mais ça peut être de l'hypnose, il faut essayer, chacun est différent, donc voilà. Et puis une aide psy, parce que je pense que c'est indispensable, évidemment. Franchement, voilà. Moi, c'est le CBD qui m'aide beaucoup. Le baume CBD, l'huile, voilà. J'ai aussi, qu'est-ce que j'ai, le Blue Tense aussi. Le baume que vous appliquez sur le ventre, comment ça c'est un baume que j'applique sur le ventre, sur le haut des cuisses, en fait sur les zones douloureuses, quoi. Et ça m'aide vraiment bien. Encore une fois, chacun est différent, mais j'ai des bons retours. Et c'est en train de se développer de plus en plus, cette méthode. Moi, dès que je fais une crise... Et le régime anti-inflammatoire, on le disait tout à l'heure, et ça, je crois que beaucoup d'endogirls s'y retrouvent, parce que ça soulage à la fois certains des symptômes qui sont digestifs, mais ça permet de faire baisser l'inflammation, et donc d'autres symptômes. Donc ça, moi, en tout cas, c'est ma première arme, quoi. C'est très contraignant, c'est très frustrant à plein d'égards, mais il y a un tel bénéfice que moi, en tout cas, je n'hésite plus à le suivre. Il y a le kiné aussi en interne. Kiné, moi, j'ai une kiné fasciathérapeute qui me suit et qui me suit régulièrement, qui m'a sauvée au moment de mon opération et que je vois encore hyper régulièrement et qui permet en fait la mobilité des tissus. Et donc, de faire en sorte que cette zone... Parce qu'il y a aussi un truc, quand on a une maladie chronique et des douleurs récurrentes, on est souvent très crispé. Moi, combien de médecins me disent « Non, mais là par contre, va falloir se détendre. » Ouais, mais en fait, je ne contrôle pas. Je suis crispée et toutes ces médecines douces, le yoga, les exercices de respiration, la sophrologie, ça permet de faire en sorte que le corps retrouve un peu de... Et puis à apprendre aussi, à connaître son corps, c'est super important. Bien sûr. Un petit mot, elle est très bien votre carte sur les centres experts. Je voudrais quand même ajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, notamment... Vous me devancez. D'accord. Alors, posez-moi la question. Non, je vous en prie, je ne vais pas vous couper la parole. Parce que c'est devenu un objectif de santé publique. Exactement. Depuis le 11 janvier, par la déclaration du président Macron. Et puis Qu'en dites-vous Qu'en dites-vous, justement? Oui, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait, toutes ces associations de malades, ont fini. C'est quand même 2 millions de femmes. C'est quand même pas négligeable. De faire en sorte que, tout ce, entre guillemets, lobbying et puis... médiatisation par différentes personnalités. Enfin bref, on est arrivé à... Quand même, et alors, pour vous dire que là, on met en route très prochainement, alors nous, en Ile-de-France, ça va être lancé le 8 mars, la journée de la femme, mais partout en province, ça va être fait. Donc, sont des filières complètes de parcours de soins d'endométriose. Pourquoi? Parce que, pour limiter l'errance diagnostique et l'errance thérapeutique. Alors, il faut aussi bien faire comprendre à celles qui nous écoutent que malheureusement, les centres experts, ils ne sont pas éligibles à recevoir tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Saint-Joseph reçoit 5 à 600 demandes de rendez-vous par mois. Imaginez-vous bien qu'on ne fait pas que l'endométriose. Il y a le sein, il y a le fibrome, il y a tout ce qu'on peut. Imaginez donc, ces filières de soins, c'est d'être au plus près des malades,
de façon à fédérer des professionnels de santé à proximité, c'est-à-dire ce qu'on appelle les professionnels de premier recours. Déjà d'avoir le diagnostic et le premier traitement. Parce que sinon, nous, on a mis des algorithmes en place pour lire tous ces questionnaires de 5 à 600 patientes par mois. Mais imaginez-vous le travail qu'il y a derrière. Et donc, on ne peut pas donner rendez-vous à tout le monde. Et puis, quand vous avez mal, vous n'allez pas attendre 4 mois pour un rendez-vous. C'est stupide. Et donc, voilà, ces filières. Et je dirais, pour une fois, le gouvernement, je ne devrais pas dire pour une fois, mais là, le gouvernement a tenu ses promesses. Parce que l'argent pour organiser ces filières a déjà été versé. En tout cas, à ceux qui sont en train de les mettre en place. Donc, c'est un acte pratique. Ça s'est traduit par un acte pratique. Mais alors justement, il y a une solution peut-être qui va se développer, c'est le test salivaire qui a été développé par une société française. Le test salivaire. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je vais vous dire, je ne sais pas parce que d'abord, ça vient de paraître, premièrement. Segundo, c'est vrai que le but est louable, c'est de diminuer, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, le délai moyen de diagnostic, c'est 7 ans. Et dans la grande cohorte épidémiologique française qui s'appelle COMPARE, dont les résultats sont en train de se dérouler, on est même à un peu plus. Bon. Donc, le but, c'était de trouver des biomarqueurs, faire une prise de sang ou d'autres choses, qui permettent de faire un diagnostic. Alors, ce test salivaire, il a été mis en place par une plateforme qui s'appelle ZWIG, qui est très impliquée dans l'endométriose. Il faut quand même pondérer un tout petit peu les choses. Il n'y a que 200 patientes qui ont servi d'échantillonnage, entre guillemets. Alors, dans ces 200 patientes, on a 150, 153 atteintes d'endométriose. J'ai regardé un peu l'étude détaillée. Il y a à la fois la moitié d'endométriose peu sévère et la moitié d'endométriose sévère. Ça rassure. Par contre, ce qui rassure un peu moins, c'est l'échantillon. Vous savez qu'on prend un groupe témoin. C'est ce qu'on a reproché à l'époque au professeur Raoult, son hydroxychloroquine, de ne pas avoir le groupe témoin. Le groupe témoin est pour le moins faible aujourd'hui. Il ne comprend qu'un effectif de 47 patientes. Et la moitié de ces 47 patientes, d'abord, il n'y a pas de borne d'âge. Parce que j'étais rentré dans une étude à Saint-Joseph, la même. Sauf que le groupe témoin, c'est le plus compliqué à constituer. Parce que si vous voulez être sûr que la patiente n'a rien, il faut lui faire une celluloscopie, ce qui est quand même un examen invasif. Donc les gens, ils ne vont pas signer oui, je veux bien faire une celluloscopie pour servir de témoin aux femmes endométriosiques. Donc en fait, vous prenez le groupe témoin sur, je vais vous dire, certaines pathologies qui se présentent. La meilleure pathologie reste la stérilisation tubaire, c'est-à-dire la femme qui souhaite une contraception définitive. Que celle-là, vous lui faites une celluloscopie, alors qu'a priori, elle se plaint de rien d'autre, et vous lui avez fait un examen avant. Elle n'a ni kyste de l'ovaire, ni autre pathologie. Et dans la moitié du groupe témoin, sur ces 47, la moitié ont une pathologie gynécologique. Et il n'y a pas de bornage pour l'âge. C'est-à-dire que quand on a constitué le groupe témoin avec l'autre start-up, on a bloqué le curseur, sûr qu'il n'y ait pas d'adénomiose, à 43 ans, je crois. Et donc, on ne sait pas ce que comporte le groupe témoin. Donc, aujourd'hui, sur ces premiers résultats qui sont encore très parcellaires, 200 patientes avec un groupe témoin très faible, ce test paraît pertinent. Mais simplement, il faut... Olivier Véran a demandé que cet échantillonnage soit porté à 1000 patientes. Donc, il va falloir qu'on s'y colle tous. Et puis, il va falloir surtout constituer le groupe témoin, qui n'est pas la moindre affaire de ce test salivaire. Oui, et c'est à ce prix-là qui sera mis à disposition. Et puis après, il ne faudra pas faire le test salivaire comme prendre sa température, parce qu'on va découvrir d'endométriose qui ne se plaignent pas de grand-chose. Et donc après, voilà. Donc attention, aujourd'hui, de toute façon, il n'est pas commercialisé du tout. Ça mérite confirmation, mais si l'objectif est celui de diminuer le délai, évidemment, c'est pertinent. Attendons les résultats. Sur les 1000 patientes, il va falloir un peu de temps. C'est vrai que de nombreuses associations féministes, notamment, se sont réjouies de cette nouvelle, mais peut-être rappeler, comme vous le disiez, que c'est en développement. C'est en développement, encore commercialisé. Et il faut faire attention aux groupes témoins. Très attention à ces groupes témoins dans les études. On va être dans le groupe témoin. Oui, vous pouvez, moi aussi. On va devoir rendre l'antenne dans quelques minutes. Juste une dernière question, parce qu'elle est d'actualité. J'ai une personne qui a rendez-vous demain pour avoir un avis sur les injections de Botox. Et elle dit qu'elle est anxieuse. Est-ce que ça marche bien?
Oui. rapidement. Oui. Alors, il est probable il n'y en a pas 40 qui en font. Il est probable que ce soit le médecin que je connaisse qui le fasse. Oui, ça marche bien. Ça part du principe que... Alors, ça marche bien sur la durée. Je ne sais pas, honnêtement, parce que c'est un traitement assez novateur. Enfin, le Botox n'est pas novateur, hein, parce qu'on en injecte partout, y compris dans la vessie depuis longtemps. Ça part du principe que dans la physiopathologie de l'endométriose, il y a une hypercontractilité utérine. C'est-à-dire que cet utérus se contracte trop fort, trop souvent, et probablement pas dans le bon sens, ce qui explique que le reflux tubaire soit plus important. Et le principe de Botox, il est basé sur ça. C'est-à-dire faire demain, on est vendredi. Mercredi. Ah, mercredi. Ah non, alors c'est peut-être pas... Encore quelques jours avant le week-end. Ouais, peut-être que c'est... Bref. Et donc, ce sont des injections qui sont réalisées sous hystéroscopie dans le muscle utérin. Et les premiers résultats sont très prometteurs. Alors, il n'y a pas d'effet secondaire. Ça, c'est important. Il n'y a pas d'hormonothérapie. C'est pour, justement, alternative au traitement. Je crois qu'il faut essayer. Et on la connaît peu, on en entend peu parler. Oui, parce que c'est encore assez novateur. Hein, je vous dis... Bon, moi je connais un des médecins qui le fait, mais ils sont peu nombreux en France, franchement. Et je crois qu'il faut, si ce médecin le fait et que voilà, il faut en tout cas lui, il faut y aller. Ne pas hésiter, et Nora, à poser toutes vos questions à votre médecin demain, recommandé par Dr Sauvanet. D'accord. Alors, je vous remercie vraiment tous les quatre d'avoir été présents, Adrien et Pauline. Dr Sauvanet, je redonne les références de vos 2 ouvrages, si ceux qui nous suivent... Oui, un petit commentaire. Celui-ci s'adresse quand même aux professionnels de santé. Hein, d'accord. Donc, il est quand même très spécialisé. Donc, plutôt celui-ci pour les personnes qui nous suivent. Tout sur l'endométriose. Que j'ai lu et qui est très bien et accessible, effectivement. Ah, très bien. Merci. Aux éditions Odile Non, mais ça vaut le Jacob. coup d'être souligné. Et Diane, un grand merci pour votre témoignage. C'était assez bouleversant de vous avoir. Votre compte Instagram, donc les mots en couleur, et vous sortez un livre le 12 avril, donc très bientôt. Mes mots en couleur et mon combat pour le bonheur aux éditions Le Duc, qu'on a hâte que le public puisse découvrir. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Pour vos questions également, je n'ai pas pu toutes les poser, mais peut-être qu'on se retrouvera prochainement pour une nouvelle émission. N'hésitez pas en tout cas à vous rendre sur le site d'endobloom.fr et j'en profite pour vous annoncer la création prochaine d'une newsletter mensuelle consacrée à l'endométriose et aux façons de mieux vivre avec la maladie. Merci beaucoup et bonne soirée.